lorsque j'accompagne des personnes influentes à incarner plus pleinement un leadership authentique, je me suis rendu compte que finalement le problème c'était pas tant, tu vois, leur motivation et leur envie à aller dans cette direction, tu vois, de déployer un leadership puissant, mais c'était beaucoup plus un enjeu de conditionnement qui pouvait être lié à leur passé et principalement à l'éducation et à l'école notamment. Et l'analogie que j'aime bien utiliser, tu vois, c'est celle de la voiture. Ce serait comme si à la fois on accélérait au taquet sur l'accélérateur, donc a priori la voiture va donner toute son énergie pour avancer, et en même temps on était aussi au taquet sur le frein. Et donc non seulement ça avance pas aussi bien que ce qu'on aimerait, mais en plus de ça, ça crée énormément de friction dans le système. Et j'ai un peu ce senti-là en fait avec les personnes que j'accompagne, et finalement c'est beaucoup comment tu peux petit à petit lâcher le frein, sortir de ces conditionnements. Et du coup, une première question que je me posais pour toi dans ta vie, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui résonnerait avec ce frein? Est-ce que notamment l'école, l'éducation a eu un impact sur ton leadership? Ouais, merci Marc pour cette question, et je suis content qu'on ait commencé notre cycle de vidéos par un propos qui commence par le constat de ce qui vient de notre bagage et qui peut potentiellement être freinant justement pour incarner son leadership. Et quelque chose, je pense, qui résonnera avec tous nos auditeurs, parce qu'on a tous vécu une certaine éducation assez similaire les unes des autres, et qui correspond à un certain système de valeurs, à un certain système économique, et qui nécessite à un endroit d'être dépassé, selon moi, pour commencer à avoir l'émergence de son leadership. Et pour moi, l'analogie de la pédale d'accélération à fond, c'est clair, ça résonne avec le fait que j'étais parti pour faire une carrière brillante et puis gravir les échelons et tout, donc j'étais en train d'avancer très vite. Et en même temps, à un autre endroit, j'étais en train de me freiner tout aussi fort du fait d'un certain bagage qui m'avait mis sur un rail qui n'était pas vraiment le mien, donc où je ne suis pas vraiment parti de moi pour incarner mon leadership, mais où je suis parti plutôt d'une vision extérieure de ce que c'est que de réussir sa vie et tout ça pour, j'ai envie de dire, pour réussir ma vie. Et je pense que dans cette première vidéo, le fait de mettre le focus sur le frein en particulier, et qui provient du coup des conditionnements de notre enfance, ça peut être extrêmement puissant pour mettre en lumière de « Ah, ok, en fait, est-ce que je suis vraiment en train d'incarner mon leadership aujourd'hui, ou est-ce que je suis en dissonance ?» et comment partir, ça veut dire quoi partir de soi en fait. Voilà, et puis moi, en me remémorant mon éducation, je peux voir à quel point mon éducation m'a éloigné de ma source et ne m'a pas permis de repartir de moi finalement. Et m'a plutôt engagé à partir d'une certaine attente du monde extérieur et de ce que j'étais supposé faire. Des attentes qui viennent d'un certain système économique et d'un certain système de valeurs. Et pour déjà donner quelques aspects concrets, un contexte concret de mon éducation, donc, qui n'est pas forcément similaire à beaucoup de gens, mais moi j'ai eu un profil de premier de la classe, j'ai fait un parcours assez élitiste en termes académiques, du collège jusqu'à Bac+5. J'ai intégré une école d'ingénieur qui s'appelle l'École Centrale Paris, qui est une des plus réputées. Et j'ai obtenu aussi un master de l'Université de Cornell aux États-Unis. Et ça a nécessité pas mal d'engagement de ma part à finalement répondre de la manière la plus optimale et la plus performante qui soit à une attente, une consigne scolaire, et à obtenir la meilleure note possible en permanence. Et et finalement avoir cette attitude de premier de la classe et de finalement vivre au service de ça. Et quand je retrace ce parcours de 15 à 20 ans, de suivre une consigne de la manière la meilleure qui soit pour le mieux possible répondre à une attente extérieure et performer et recevoir les félicitations de ce dit extérieur, ça crée un sacré conditionnement en fait. Et c'est assez difficile de s'en extraire. Donc peut-être que des premiers de la classe qui nous écoutent ici pourraient raisonner avec ça et se dire oui, si j'ai autant mis de l'énergie à courir après la bonne note, ça habitue forcément à un certain comportement. Et pour donner un peu de poids aussi à ce que je suis en train de dire, je voulais inviter à se remémorer ce que ça fait d'avoir une bonne note et une mauvaise note. Je veux dire, émotionnellement, ça vient toucher à quoi? Ça vient déclencher quelle expression d'hormones, quoi, presque.
Et on connaît tous ce phénomène de quand on reçoit plein de likes sur Facebook et de love et tout ça, oui, ça vient gonfler notre ego, ça vient nous stimuler à un certain endroit, il y a clairement voilà, notre système hormonal qui réagit. Et ben, les bonnes notes et la mauvaise note, voilà, c'est la même chose, c'est des gratifications, et en particulier ces gratifications de la bonne note, ça vient nous stimuler pour continuer ainsi et répondre encore plus et consacrer encore plus de ressources et d'attention à ce qui vient nous valoriser et nous reconnaître. C'est quelque chose, je pense, qui est bien connu dans tous les systèmes pyramidaux. Pour encourager les personnes à être promues dans la pyramide, et ben, donner-leur des bons points, faut les promouvoir, faut les féliciter et tout ça pour qu'ils aient envie, tout simplement, qu'ils soient motivés. Donc ces mécanismes psychologiques de la motivation extrinsèque et ce que ça produit sur l'individu, je pense, sont bien connus. Et puis je pense que chacun peut se connecter à son ressenti de ce que ça fait que d'être motivé par l'extérieur à ce point. Et après, alors non seulement on est motivé un peu par des parts primales de nous qui réagissent, et en plus il y a tout un système méritocratique qui est conçu pour donner le message, enfin, où il y a une narration quand même bien construite et qui promet le paradis ou l'enfer si on a des bonnes notes ou des mauvaises notes. Oui, si tu continues à faire très bien ce que je te demande, à bien travailler à l'école et à obtenir les bonnes notes, il te sera offert des bons postes, des bons salaires, plus de choix dans ta carrière, etc. Et par contre, si tu travailles mal, si tu es paresseux, si tu n'y arrives pas et que tu n'as pas les facultés d'avoir les bonnes notes, tu es promis une sorte d'enfer social. Avec ce message-là qui est infusé au fur et à mesure de la scolarité et qui nous embarque tous, malgré nous, dans un certain système de valeurs, une certaine conception de la réussite et une certaine envie permanente de faire plaisir aux parents, de faire plaisir à la nation, de faire plaisir à son entreprise et d'œuvrer au service de cette reconnaissance qu'on va recevoir et du coup au service d'intérêts qui nous échappent, qui sont ceux de la prospérité de la pyramide. Mais à quel moment est-ce qu'on s'est posé finalement pour se dire attends, quels sont mes intérêts personnels à moi? C'est presque tabou, tu sais, ce serait trop égoïste de se dire attends, mais moi en fait j'aspire à quoi? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me rend libre? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et il y a un système de croyance qui est là, qui fait miroiter des promesses de richesse, de bonheur, de gloire, enfin surtout de richesse et de gloire et de pouvoir personnel si on poursuit une certaine voie. Et on fait miroiter ces valeurs comme étant les bonnes valeurs et que si justement on poursuit la réussite économique, clairement c'est le bonheur qui nous est promis. Et je pense que du coup, un des moments où j'ai pu réellement commencer à peine à faire émerger une graine, un embryon de leadership chez moi, c'est le moment où je me suis rendu compte, peut-être que cette course après la bonne note, après l'appréciation notamment de mon entreprise, qui continuait de me noter à la fin de chaque projet, donc tous les 2-3 mois, j'étais évalué selon une grille d'analyse sur 30 critères et puis j'avais une note de 1 à 5 qui me jugeait de 30 manières différentes. Et tous les 6 mois, quelqu'un d'un peu plus haut placé dans l'entreprise qui faisait le point avec moi et qui disait quel bonus je méritais, quelle perspective de carrière. Donc j'étais dans une boîte de conseil qui s'appelle le Boston Consulting Group, où je faisais du conseil en direction générale d'entreprise. Et le moment où je me suis rendu compte à quel point je continuais d'être happé par ce système de notation et à quel point j'étais au service de tout un tas d'intérêts qui n'étaient pas les miens, je pense que c'est là où j'ai pu à peine commencer à toucher du doigt ce que ça peut être que d'incarner son propre leadership. Donc voilà en quoi ça me paraissait important que toi et moi on revienne sur cette phase-là de notre vie et qui, je pense, en dit long sur ce que ça n'est pas et ce que c'est que de commencer à incarner son leadership. Et voilà, je sais que Marc, toi aussi, tu as eu un parcours scolaire assez élitiste finalement, assez brillant aussi. Tu as été à l'école normale supérieure notamment. Et donc tu as dû aussi, je me demandais d'ailleurs si ça résonnait avec ton parcours, ce que tu as vécu toi aussi intérieurement. Et toi, quelles sont tes perspectives par rapport à ces freins intérieurs que tu as pu avoir pour commencer à un moment donné à incarner ton propre leadership? Je vois vraiment cette émergence de leadership à travers cette réappropriation de la valeur réussite quelque part dans ton parcours. Moi, dans mon parcours, ça s'est traduit plus par la réappropriation de ce que c'est que l'intelligence. En fait, dans ma famille, c'était primordial en fait, de vraiment faire partie des gens intelligents et j'ai assez vite compris que, consciemment ou inconsciemment, ce pouvoir de définir
est-ce que tu es intelligent ou pas, mes parents l'avaient octroyé à l'éducation nationale. Et que quelque part, il fallait que j'intègre l'école normale supérieure comme papa pour pouvoir dire bon bah ok, c'est bon, c'est fait quoi. Et en fait, si tu veux, moi il y a toute une partie de mon parcours du coup qui résonne énormément avec le tien, dans le sens où ouais, au départ j'étais premier de la classe et tout se passait, voilà, je me posais pas plus de questions que ça en fait. Donc un vrai follower comme il faut. Et puis à un moment donné, plutôt vers la fin du parcours, donc juste avant les grands examens pour atteindre ce genre d'école, donc les classes préparatoires, et ben là j'ai commencé à chuter complètement dans les classements en fait. Et donc je me suis retrouvé même à un moment dernier. Et là j'ai vraiment vécu en fait à quel point justement ce système de notation, ce regard que pouvaient avoir les professeurs et parfois même ces jugements sur l'intelligence, parfois même explicite, de certains professeurs pouvaient être extrêmement violents et me faire vivre vraiment des ascenseurs émotionnels hyper puissants. Parce que moi, j'y attachais beaucoup plus qu'un diplôme ou une école. En fait, derrière, c'était mon intelligence et quelque part, c'était mon droit d'être aimé par mes parents au final. Donc, tout ça, c'était un petit peu inconscient, mais c'est ce qui se tramait pour moi. Et à un moment donné, j'ai tellement douté, si tu veux, de mes capacités intellectuelles que j'en suis venu vraiment à avoir cette sensation presque physique de me couper littéralement de qui j'étais en fait. Donc c'est plus qu'être un follower en fait, c'est presque la destruction totale de tout leadership en fait. Et ça a été une période assez dure. et à un moment donné, finalement j'ai eu quand même cette école et donc ça s'est bien passé on va dire là-dessus et je m'attendais à me dire bon bah ok, je suis intelligent, j'ai validé, next quoi, on passe à autre chose. Et en réalité ça a été un peu l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que je me suis dit mais en fait comment c'est possible que j'ai eu la bêtise de vraiment donner ce pouvoir à une instance extérieure de dire si oui ou non j'étais intelligent en fait et juste si oui ou non un élève était intelligent. Et je me suis après rendu compte que bah oui, il y a plus de 90% des élèves qui sortent de l'éducation nationale en se disant mais je ne fais pas partie de l'élite, je ne fais pas partie des gens qui ont le droit d'avoir accès à certains postes de responsabilité, etc. Donc cette espèce de tri complètement étrange en fait, sur des critères en plus mieux mémorisés, mieux comptés que les autres. Ouais, en fait, est-ce que c'était vraiment ça l'intelligence? Et donc moi, ma graine de leadership, elle a émergé quand je me suis dit bah ok, je vais me réapproprier. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être intelligent en tant qu'un être humain aujourd'hui au XXIe siècle? Ça a vraiment été ça le démarrage. Et donc ça m'a amené dans tout un cheminement en fait, où j'ai essayé vraiment d'acquérir les meilleurs outils de l'Occident qui étaient voilà, les neurosciences, parce que c'est un outil quantitatif qui permet vraiment d'étudier l'intelligence d'une certaine manière. Et donc j'ai fait 10 années de recherche dans des laboratoires un peu prestigieux voilà, en France et puis à l'étranger. Et en parallèle de ça, j'ai vraiment mené une démarche vraiment de développement personnel pour pouvoir développer de façon beaucoup plus complémentaire à ce qu'avait pu être fait à l'éducation nationale, mon intelligence. Donc c'est passé par tout un tas de philosophie orientale, des arts martiaux, du yoga, de la méditation, tout un tas de disciplines qui ont permis de prendre conscience qu'en fait, oui, il y a une intelligence plus large que juste utiliser son intellect à calculer et à mémoriser. Et aujourd'hui, ouais, je bénéficie, on va dire, de cette intelligence au quotidien que je continue à développer, mais qui me permet notamment de pouvoir mettre vraiment une intensité, d'avoir une capacité à produire, à être efficace, et en même temps de garder voilà, un sentiment de paix et de relaxation présent, ce qui était juste impensable pour moi avant, notamment en classe préparatoire, où j'étais en mode bourrin. Et je constate qu'il y a beaucoup de leaders, donc quel que soit le métier en fait, mais notamment oui, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui viennent me contacter justement pour essayer de non pas simplement être efficaces, non pas simplement accélérer encore plus dans leur façon de travailler, mais comment lâcher un petit peu le frein pour pouvoir sentir qu'intérieurement il y a moins de friction, tu vois, il y a moins de stress, moins de colère, et c'est plus fluide, et donc forcément il y a plus de paix et d'épanouissement au quotidien. Je suis assez touché par ce partage d'expérience que tu viens de faire, Marc, qui résonne beaucoup. Et ouais, ce qui a été vraiment le plus impactant pour moi, c'est oui, comment j'ai pu donner le pouvoir. Et c'est ça pour moi le début de l'émancipation. Comment j'ai pu donner le pouvoir à une autorité ultra centralisée pour définir à ma place ce que c'est que la réussite, ce que c'est que l'intelligence, ce que sont que les bonnes valeurs qui clairement ont
sont nos boussoles, sont nos guides dans la vie. La réussite, l'intelligence, oui, on aspire à être éveillé, à bien gagner sa vie, enfin, oui, je pense qu'on peut être très très nombreux à se reconnaître, à aspirer à ces choses-là. Et on a délégué à une autorité centralisée le pouvoir de définir ça pour nous. Et je me reconnais vraiment là-dedans, dans une grande partie de ma vie, d'avoir effectivement délégué ce pouvoir-là à un autre que moi-même. Et avec tout ce système scolaire et ce système de notation auquel je n'en veux pas tant que ça directement en fait. On ne va pas non plus mettre toute la responsabilité sur l'école. Finalement, peut-être que cette histoire d'évaluation, d'ailleurs, c'est juste la pointe d'un iceberg beaucoup plus large. Et moi, une de mes grosses prises de conscience finalement de qu'est-ce qui guide finalement tout ce pouvoir centralisé à définir la réussite et l'intelligence de ces manières-là pour toute la population, c'est que, oui, mine de rien, il y a des enjeux économiques énormes derrière, il y a des pays qui sont en compétition les uns contre les autres et qui ont l'air de ne pas pouvoir faire autrement. Pour assurer leur prospérité, ils doivent avoir le meilleur produit économique possible. Et la croissance du produit intérieur brut, du coup, a l'air partout dans le monde, finalement, de guider les nations et les êtres humains derrière à poursuivre cet objectif-là. Et du coup, on a besoin de noter les enfants pour les mettre en compétition les uns contre les autres, pour qu'ils s'habituent à cette attitude-là dans la vie, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour donner la meilleure performance économique possible et que pour que nationalement on se comporte comme une grande puissance économique. Et la France aspirant en plus à garder une certaine position de leadership, enfin d'être une des plus grandes puissances économiques, a besoin de maintenir ce PIB par habitant important pour continuer de garantir tout ce confort dans lequel on baigne, etc. etc. Donc on voit que il y a un système vraiment beaucoup plus large qui ensuite aspire les individus, et notamment nous ont aspiré tous les deux dans une dynamique qui nous a un peu échappé quelque part. Et mine de rien, réfléchir à tout ça et se réapproprier la question pour moi c'est quoi finalement la réussite, l'intelligence, même allons encore plus fondamentalement, la liberté, le bonheur, qui sont des valeurs même encore plus basiques et profondes pour moi que la notion même de réussir sa vie, qui est très relative. Mais cette quête de liberté et de bonheur personnel, ça je pense qu'en tout cas c'est les valeurs qui me sont le plus centrales. Il y a un moment donné où je me suis connecté vraiment à ces valeurs-là en me disant ok, donc ce que je suis en train de faire, donc certes je suis en train de participer à la production de valeur ajoutée, de produits intérieurs bruts. Est-ce qu'en soi c'est vertueux ou pas? Bon, je sais pas trop. Ça a l'air de détruire la planète à un certain endroit quand même, donc ça n'a pas l'air très cool non plus. Vu la corrélation entre consommation d'énergie, destruction de l'environnement et croissance du PIB. Mais en mettant ces questions un peu plus sociétales, un peu plus globales de côté, est-ce que moi ça produit en moi du bien-être que d'avoir plus d'argent, que de croître économiquement et tout ça? Est-ce que c'est important pour moi pour me sentir libre, pour me sentir heureux? Et je pense que c'est en posant cette question-là que je me suis là rendu compte de l'ampleur de la dissonance cognitive dans laquelle j'étais, où moi j'avais un fort besoin d'intégrité avec ces valeurs-là, j'avais un fort besoin de contribuer selon mes termes et d'être heureux moi d'abord pour pouvoir contribuer de manière vraiment juste, honnête à la société. Et que tant que je poursuivais les objectifs d'un autre, j'étais un hypocrite. Et je sentais qu'il y avait une grande dose d'hypocrisie d'ailleurs dans tout ce système pyramidal, méritocratique qui nous conditionne d'une certaine manière. Et ça a été pas facile, mais il y avait vraiment besoin que je m'extrais de ce système méritocratique, que j'arrête de correspondre à cette échelle de mérite. Et qu'en dehors de tout ce cadre-là, je me pose avec moi-même et que je me pose la question, qui a l'air peut-être égoïste, mais comment moi, aujourd'hui, je peux m'occuper de mon propre bonheur, de ma propre liberté. Et moi, quelque part, même si c'est repartir de soi, du coup, et se questionner soi-même, je ne trouve pas ça forcément égoïste d'arrêter de se dire comment je peux être au service de l'entreprise et de l'autre, mais parce que si chacun, finalement, se connectait à soi et était en quête d'un jeu pleinement libre, pleinement épanoui et pleinement heureux, eh ben, ça nous permettrait aussi collectivement en fait, d'être dans une société plus heureuse. Donc je vois en fait dans cet apparent égoïsme finalement quelque chose de très altruiste. Et en tout cas moi après avoir vécu tout ce processus-là, vraiment je le souhaite à fond à tous de vivre quelque chose de similaire. Et je suis convaincu, vraiment profondément convaincu qu'on vivrait dans une société plus heureuse si chacun repartait de soi et se connectait à son propre leadership et ce à quoi il ou elle aspire à faire dans ce monde.
Moi, je pense que c'est hyper important, justement, qu'on sorte de cette croyance limitante qui est que si je prends soin de moi, forcément, je ne prends pas soin des autres. Et dans notre nouvelle génération, vraiment, le mantra, le slogan commun, c'est changer le monde. Et parfois, quand j'arrive dans ces incubateurs de start-up où c'est vraiment hyper fort cette notion-là, j'ai presque envie de questionner les entrepreneurs et de dire, ok, de quel monde on parle en fait? Est-ce qu'on l'a regardé en fait ce monde avant d'essayer de le changer? Et c'est presque se demander, voilà, la logique finalement des gens qui ont entraîné les révolutions, que ce soit la révolution industrielle, la révolution digitale, toutes ces logiques qui parfois ont amené à des abus, à la destruction de la nature, etc. Ce qui nous amène dans le mur aujourd'hui, tu vois. Ils voulaient aussi sûrement changer le monde. Enfin, donc j'ai pas l'impression qu'on change de paradigme en fait, en se disant juste on va changer le monde en rectifiant ce qu'ont fait les parents ou la génération d'avant. À un moment donné, c'est justement peut-être changer de posture, de regard sur la nature et de sortir de sortir de cette espèce d'enjeu de quelque part manipuler, tirer des bénéfices de la nature, de changer le monde et plus de regarder mais ok, comment moi aussi en fait je fais partie de ce monde-là. Et comment je peux mieux me connecter en fait, à la réalité de ce monde. Et pour moi, regarder en soi, ça fait partie en fait, prendre soin de soi, ça fait partie de déployer son intelligence, d'être plus en contact avec ce que c'est que vivre, en fait, ce que c'est que ce monde. Et comment, du coup, par extension, je peux aussi prendre soin du reste du monde, en fait. Et c'est un peu comme si, Ramin, moi, n'importe quel être humain, en fait, on est et on a oublié qu'on était une usine physico-chimique extrêmement complexe. Tu vois, à chaque instant, quand on regarde ton cerveau, par exemple, c'est des milliards, 2 milliards d'échanges en permanence, en fait. Tu vois, on voit de l'électricité, des neurotransmetteurs, de la biologie. Enfin, personne ne comprend vraiment complètement ce qui se passe, tellement c'est impressionnant. Et ça, c'est juste ton cerveau. Tout le reste du corps aussi fait des choses en permanence. Et ça, en fait, c'est est-ce que tu maîtrises en fait ce truc-là? Est-ce que tu comprends ce qui se passe en toi un minimum pour pouvoir utiliser ton système intelligemment? Si tu n'es pas capable d'utiliser toi-même ton système intelligemment, comment tu peux prétendre pouvoir avoir une interaction avec le reste du monde positive? Et donc, bien sûr, on ne va pas maîtriser ce qui se passe dans chacune des molécules de notre corps consciemment, mais déjà, tu vois, si on peut prendre conscience des pensées qu'on a, des émotions qui sont en présence, tu vois, des actions qu'on est en train de mener, de l'énergie qu'on dégage, ça peut vachement changer le rapport à notre entourage, ça peut vachement changer aussi le rapport à nos projets et donc du coup l'impact de ce qu'on génère dans ce monde. Et voilà, changer le monde parfois c'est juste quelque chose de très intellectuel mais qui peut se traduire par justement des comportements extrêmement agressifs, extrêmement violents. Finalement une solution qui n'en est pas une parce qu'au bout de 10 ans on se rend compte qu'en fait tous les cancers de la nouvelle génération ça découle de notre solution. Ah mince les OGM, ah mince Monsanto, ah mince tu vois. Et pourtant c'était des super solutions intellectuelles et peut-être même qui voulaient changer le monde au départ tu vois. Et donc c'est pas l'intention que je questionne parce que l'intention à mon avis est louable, c'est une bonne intention, mais ouais, le processus de dire que prendre soin de soi et essayer de mieux se comprendre forcément c'est être égoïste, en fait non, je pense qu'on a atteint les limites de ça et que justement il est temps de sortir d'une intelligence purement intellectuelle, purement axée sur de la mémorisation et de l'imagination, mais de quelque chose peut-être de plus ancré, de plus vivant, de plus global. Et pour ça, voilà, il y a tout un tas de méthodes, de techniques pour le faire. Et pour moi, ça revient notamment à lâcher petit à petit la pédale de frein, à incarner de plus en plus son leadership, comprendre comment l'éducation, en fait, quelque part, nous a à un moment donné mis des croyances limitantes, fait vivre des émotions négatives qu'on n'a toujours pas complètement acceptées, qu'on ressasse toujours un peu, et quelque part qu'on fait subir à nos enfants en retour, qu'on fait subir à nos compagnes, qu'on fait subir à nos employés ou notre boss, et ainsi de suite. Donc sortir petit à petit de ça. Et ouais, ça fait plaisir parce qu'après on reprend du leadership en fait quelque part, on commence à mieux maîtriser ses pensées, mieux maîtriser ses émotions, donc ses actions, mieux maîtriser sa vie dans une certaine mesure. Et c'est juste beaucoup plus agréable aussi au quotidien. Donc je pense qu'il y a un vrai appel là-dedans. Je vois de plus en plus d'êtres humains, notamment en France, qui mènent ces démarches-là. Et je trouve ça hyper chouette de pouvoir partager à travers nos expériences aussi quelques clés, quelques intuitions sur qu'est-ce que ça a voulu dire dans notre vie d'essayer de pas simplement laisser émerger le leadership, mais lui faire la place pour qu'il puisse
s'exprimer au maximum, à la fois pour nous et pour le monde qui nous entoure.